J'ai mis, je sais pas, 1 000 € de mes économies pour financer, acheter les premières graines et tout ça. Et ensuite, le bénéfice des premières box vendues a servi à payer les autres box, etc., quoi. À payer les plugins, et après j'ai vraiment tout fait, hein. J'ai fait tout le site, le SAV, j'imprimais les sachets, je mettais les graines dans les sachets, j'envoyais, j'allais à la poste moi-même. J'ai fait tous les métiers, quoi. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier qui se fait aujourd'hui à distance puisque je reçois Julie Spollmeyer qui est la fondatrice et la directrice du collectif Yuzu. Salut Julie, tu vas bien ? Ça va très bien, et toi ? Très très bien. Julie, tu es au Portugal avec une vue incroyable que tu m'as montré tout à l'heure sur une mer bleue, un ciel bleu et un horizon ensoleillé. Tout est bleu, ouais. Tout est bleu, ça fait du bien. Tu as de la chance, moi je suis à Paris sous la pluie, premier gros jour de pluie de la rentrée, là on se sent vraiment en septembre. Je suis très heureux de te recevoir et chers auditeurs, vous n'êtes pas là pour un bilan météo, tu es la fondatrice de La Box à planter, et j'avais eu le plaisir de recevoir Laetitia pour l'épisode 94, qui se présentait comme la chef d'orchestre du coup de La Box à planter, et j'avais découvert que La Box à planter faisait partie d'une sorte de petit groupe, mais tu m'en diras plus. Et ce groupe, c'est Yuzu, c'est un collectif dans lequel il y a d'autres e-commerce qui sont, et tu nous les décriras, La Fabrique à Sachets. Il y a aussi Womoon. Et en creusant un peu, j'ai compris que c'était toi donc qui étais là derrière Yuzu et ses aventures, et que tu réinventais un peu un modèle du travail. Enfin, que tu crées en fait le modèle de travail dans lequel tu souhaitais toi-même évoluer et faire évoluer ou permettre à d'autres personnes d'évoluer en réinventant des codes, en ayant un modèle original autour de la bienveillance, du partage, de l'authenticité, qui te rapproche énormément de la liberté de l'entrepreneuriat. Alors, on parle souvent de la liberté de l'entrepreneuriat. Je pense que tu l'incarnes vraiment. Et j'aimerais comprendre comment est-ce que quels sont tes drivers et comment est-ce que tu as monté ces différentes aventures. Donc il y a 3 aventures, je l'ai dit, La Box à planter, La Fabrique à Sachets et Womoon, que tu nous décriras. Et je voudrais comprendre, ton modèle, les valeurs, les codes que tu as pu créer, la liberté et les valeurs et surtout le mindset d'ailleurs que tu as et que tu partages avec tes équipes. Vous êtes une petite vingtaine dans le collectif. Et sur une approche plus e-commerce, parce qu'on est quand même dans le panier, j'aimerais comprendre les synergies, parce que ton aventure, elle est hyper intéressante. Je pense qu'il y a plein de gens que ça peut inspirer de se dire qu'ils opèrent 1, 2, 3, plusieurs e-commerce, ou en tout cas plusieurs aventures entrepreneuriales. Mais l'intérêt d'avoir un collectif comme Yuzu, c'est de trouver des synergies sur l'humain, sur les ponts que tu peux créer d'une venture, d'une start-up à l'autre, éventuellement sur, le juridique, la comptabilité, les fournisseurs, bref. J'aimerais comprendre comment tu gères cela. Et puis, on terminera sur le futur de Yuzu, ton futur, Julie, les prochaines aventures dans lesquelles tu peut-être te lanceras. Voilà. Bienvenue. Merci beaucoup. Je suis ravie de parler de tous ces sujets, en tout cas. Et moi, j'ai jamais fait une intro aussi longue. En fait, j'ai plus rien à dire. Donc c'est ça. Chers auditeurs, passez une excellente journée. À bientôt. L'épisode le plus court de l'histoire. Bienvenue Julie, et je fais un petit coucou à Laetitia Jarny que j'avais reçue pour La Box à planter. C'était l'épisode 94. Comment c'est né La Box à planter ? C'est né en 2015, ça fait 6 ans déjà.
Ouais, la box à planter, c'est né d'une manière un petit peu particulière. Je suis tombée amoureuse de l'entrepreneuriat quelques années avant le lancement de la box à planter. Ça m'a d'ailleurs permis de me dire OK, parce que j'ai fait une école de commerce et je me retrouvais pas du tout dans justement un peu les valeurs et l'ambiance de l'école de commerce. Et du coup, quand je me suis dit que l'entrepreneuriat, c'était quelque chose qui me tentait vraiment, je me suis dit que j'étais pas non plus au pire endroit. Et du coup, c'est né après ma première expérience où j'avais signé un CDI dans une start-up en grosse croissance pour justement découvrir vraiment comment ça se passe à l'intérieur. Et ça se passait mal parce que c'est compliqué de faire x10 sur son nombre de salariés en un an et que je pense qu'il faut mettre l'humain au cœur de ses priorités quand on est chef d'entreprise parce que ça peut faire des gros dégâts. Ça en a fait en moi. Hein. Je suis partie en burn-out et du coup, c'était... En burn-out sur ta première année de ton premier job. Ah oui, non mais c'est formidable. Hein. Au moins c'était au bout de 6 mois. 6 mois, en fait, je crois que je suis incapable de marcher à côté de mes bottes, entre guillemets, en fait. Je pense que je suis pas capable. Je tourne en épuisement professionnel très rapidement si je ne suis pas vraiment là où tu dois stable là où je devrais être, quoi. Okay. J'arrive pas à faire semblant, je pense. Et t'étais sur quel type de mission? J'adore le web et j'étais commerciale en physique, quoi. Parce que j'ai un bon relationnel avec les gens, donc je me suis dit non, mais faut pas que je sois derrière un ordinateur, faut que je sois là avec à vendre, à parler, à connecter avec des gens. Mais bon, ça me nourrissait. C'était pas le type de connexion qui me nourrit, on va dire. Et du coup, j'ai déprimé quelques mois. J'ai une amie qui m'a dit à une soirée, tu sais, moi, je pourrais pas travailler pour quelqu'un d'autre dans la vie. Et je me suis dit, mais moi non plus. J'ai trouvé un peu l'interrupteur, tu sais, où t'es dans le noir et d'un coup, ça fait waouh. Mais oui, non, mais moi non plus. Et puis je le savais. Donc j'ai eu cet interrupteur qui s'est allumé. C'était en juin et un mois après, je vendais ma première box à planter, quoi. J'ai mis tout en place hyper rapidement et mon objectif de la box à planter, c'était de me sortir de la dépression. En un mois? Oui. S'il veut savoir aussi, quand je me repose beaucoup, après, j'ai beaucoup d'énergie. Non, mais c'est top. Donc, la box à planter, c'est une box sur abonnement ou à l'achat de jardinage avec des graines bio, légumes, fleurs, aromates, un guide, des goodies et qui est surtout saisonnalisé. Alors, je sais pas si c'est le bon terme, mais en gros, on nous livre pas des graines de fraises en hiver. En tout cas, on va nous livrer ce qui doit pousser dans la saison à laquelle on nous livre, quoi. Exactement. Au moment où on doit J'ai juste. Graines, exactement. Qui marche bien puisque à l'époque quand j'avais reçu Laetitia presque 1 million de sachets qui avaient été vendus, 45 000 clients, enfin c'est une belle et avec une croissance quasiment uniquement organique. Oui, ça c'est quelque chose qu'on va retrouver pas mal dans les 3 business. Ouais. Qu'est-ce que tu as du coup appliqué sur la box à planter quand tu... Alors lancement en un mois c'est super, mais ensuite il faut faire croître la société, mais sur quelle valeur ou sur quelle contradiction par rapport à ce que tu avais vécu avant? Je pense que j'ai vraiment fait du bootstrap, du lean startup à fond. J'ai vraiment fait tout moi-même au début, ce qui m'a permis de auto-financer le projet avec moins de 1 000 euros. Donc ça, c'est une bonne métrique à communiquer à ton audience pour que se dire qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour lancer une boîte, quoi. Faut par contre avoir beaucoup de motivation. Tu te souviens de ce premier mois? Je serais curieux de rentrer dans le détail. Comment est-ce que tu te lances pour moins de 1 000 euros? Vas-y. Alors, j'ai le déclic. Je veux lancer, je veux lancer ma boîte. J'avais regardé pas mal de documentaires sur l'enjeu des semences, qui est quelque chose d'assez dramatique. Je vous invite à regarder La guerre des graines et Solutions locales pour un désordre global, surtout celui-là, un documentaire qui m'a beaucoup marqué. Donc j'avais déjà ce truc où je me suis dit que
œuvrer dans les graines, c'était quelque chose qui me portait beaucoup. Et donc, je me suis dit, ok, je vais utiliser mon appétence pour le graphisme, pour le web, et mon jeune âge, et j'avais 23 ans à l'époque. Et du coup, je me suis dit, je vais rendre le jardinage sexy, parce qu'en fait, c'est quelque chose, quoi. On mange tous les jours et on ne sait pas comment pousse ce qui est dans notre assiette, à quoi ça ressemble, à quelle saison, combien de temps ça met à pousser, en fait. Quand on se rend compte d'une aubergine, c'est hyper difficile à faire pousser et qu'il faut des mois et beaucoup d'énergie et beaucoup, enfin voilà, c'est quand même quelque chose, on value, on porte plus d'importance à et on respecte plus ce qui se trouve dans notre assiette et les saisonnalités, quoi. Donc je me suis dit que ça apportait beaucoup de valeur. Du coup, j'ai essayé de travailler au début sur, je pense, un e-commerce qui vendait des graines, mais d'une manière un peu différente, parce que en graines bio, etc., il y avait rien de sexy, hein. À l'époque, genre l'agriculture urbaine, on n'en entendait pas parler. Il y avait vraiment 3-4 sites e-commerce qui de super bons semenciers, en fait, mais qui, en fait, soit on est semencier, soit on sait faire du e-commerce, mais il y a rarement un entre-deux. Le pont entre les deux. Voilà, et c'est deux métiers complètement différents. Donc, du coup, je me suis dit, ça peut être cool d'avoir toute cette partie transmission de savoir, parce que en fait, moi, je savais même pas à quoi ça ressemblait une graine à l'époque, hein. J'avais jamais touché une graine. Mes parents, ils faisaient pousser de la rhubarbe et on avait un cerisier, et puis c'est tout, quoi. Donc, je savais rien du tout. Et c'est déjà mieux, je pense, que 50% de la population. Oh là là, oui, peut-être. Mais ouais, tu vois, j'avais jamais jardiné, quoi. Donc j'ai dû tout apprendre, mais je me suis dit, de quoi j'aurais besoin, en fait, si j'étais ma propre cliente. Et donc après, je me suis dit, le shop avec les graines, c'est peut-être un peu compliqué de faire toi-même ta sélection. D'avoir tes conseils en ligne, ok, et j'ai un peu creusé autour, et oui, je me souviens, j'étais à Londres à l'époque, et il y avait Grace Box, je crois, un truc comme ça, qui était sur le bureau sur lequel je travaillais. J'avais oublié. Et c'était un truc de box, c'était une petite box, justement, qui avait la taille de la box à planter, où tu recevais à chaque semaine genre des amandes, des petits encas pour grignoter au bureau au lieu de manger des cochonneries, quoi. Et je me suis dit, mais en fait, je pense que le modèle d'abonnement, il peut être vraiment intéressant, et d'autant plus un modèle d'abonnement par saison, parce que ça fait hyper sens, en fait, de reconnecter à la saisonnalité, tout en recevant ça à chaque saison, et c'est comme ça que le modèle est venu. Et donc j'ai un peu tout fait, le pricing, trouver les fournisseurs, je me suis montée en auto-entreprise, j'ai fait mon logo sur Photofiltre. Vraiment, j'ai pas dépensé un radis, quoi. Je pense que j'ai dû dépenser 800 € maximum, je pense, dans tout ça. Pour lancer la machine. Ouais, mais j'ai pas rajouté 1 € depuis, quoi. Ok, tu faisais toi-même T'as pas rajouté 1 € depuis? Pardon, je reviens là-dessus. Ouais. Ok, c'est intéressant. Enfin, comment ça, t'as pas rajouté 1 € dessus depuis? Il y a du salaire, il y a de l'embauche, il y a certainement un peu de marketing sur le. En fait, ça s'autofinance. Ça s'auto-alimente. En fait. Oui, d'accord. C'était autofinancé dès le premier millier d'euros, en gros. C'est ce que tu veux dire, c'est ça? En fait, j'ai mis, 1 000 € de mes économies pour financer, acheter les premières graines et tout ça, et ensuite le chiffre d'affaires, le bénéfice des premières box vendues a servi à payer les autres box, etc., quoi. À payer les plugins, et après j'ai vraiment tout fait, hein. J'ai fait tout le site, le SAV, j'imprimais les sachets, je mettais je mettais les graines dans les sachets, j'envoyais, j'allais à la poste moi-même, j'ai fait tous les métiers, quoi. J'adore l'histoire. Non, mais c'est hyper intéressant, et je pense que c'est très inspirant pour beaucoup de nos auditeurs.
c'est un épisode que je cite souvent, mais Florette, c'est un peu une approche similaire où Com et sa compagne, je suis désolé, son nom m'échappe. Bref, on lançait tout seul, sans financement, enfin en s'auto-finançant très rapidement et longtemps le business. Je trouve ça super. D'arriver à une boîte qui fait, qu'est-ce que j'ai dit, 45 000 clients, c'est ça, servi depuis le lancement, près de 5 millions de sachets, 1 million de sachets de graines écoulés. Tout ça sur 1 000 euros et ton temps, évidemment, bah c'est formidable. Tu peux prendre un peu de hauteur et me dire ce que tu as peut-être appris, est-ce que tu ferais différemment 5 ans plus tard sur le lancement de la box à planter? J'ai adoré le faire en bootstrapping, vraiment. Je pense que j'ai adoré l'énergie que j'avais et à quel point... c'est marrant, ce matin, je racontais, parce que dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans le collectif, je lui raconte toute l'histoire depuis le début. Et du coup, je lui disais que à chaque fois que je prenais un covoiturage, tu sais, pour aller dans un endroit à un autre, j'étais tellement passionnée que j'avais une vente dans la semaine d'après avec « Salut, c'est Johan sur le covoiturage pour La Rochelle », parce que juste... c'était mon bébé, quoi. Donc, je pense que ce que j'aurais fait différemment, ce qui a été vraiment difficile avec la box à planter, ça a été, on s'est associé en fait avec. Au début, j'ai lancé l'aventure seule, et ensuite mon ex-petite amie m'a rejoint dans l'aventure. Et ça a été vraiment formidable au début de travailler ensemble. Je pense que c'est quelque chose dont on avait vraiment très envie, avec des profils très complémentaires. Et ça a été c'était compliqué, c'est que ça a complètement détruit notre relation amoureuse, et on s'est séparés, et ça a été hyper compliqué parce que j'étais j'étais Julie de la box à planter. Les gens voyaient la box à planter, ils voyaient Julie, et je pense que c'est peut-être cet équilibre à mieux trouver pour que il ait davantage sa place, et je pense qu'il a souffert d'un manque de reconnaissance. Donc ce serait davantage ça, et aussi un conseil pour les auditeuristes de juste en fait de réfléchir. Quand on donne des parts à un amoureux ou à une meilleure amie ou à un frère ou à une sœur, déjà vraiment s'imaginer le pire scénario parce qu'il peut arriver, et puis pas forcément donner plus, que c'est pas un cadeau, je pense, d'offrir plus de parts que tu aurais pu le faire avec un développeur ou un voilà. Ok, intéressant. Qui te rejoint en termes en associé, quoi. Je pense que c'est alors de mémoire, je sais plus si c'est la première ou la deuxième, mais première ou deuxième cause de mortalité des entreprises en France, les divorces d'associés. Ouais. Et ce que tu soulignes, c'est hyper important, et je pense on s'en rend pas assez compte, mais c'est pire qu'un mariage, parce qu'on n'a pas de vacances, on n'a pas des moments d'intimité, on n'a pas toutes ces choses, on est dans le dur en permanence, et en plus on parle d'argent et on parle de problèmes à régler. C'est compliqué, quoi. Faites un pacte d'associés, s'il vous plaît. Oui, et puis surtout, il faut se tester, il faut se connaître, il faut se faire confiance, mais il faut avoir une expérience, je pense. Enfin, si on ne se connaît pas, il faut un pacte, évidemment, et même quand on se connaît, une belle expérience professionnelle ou de passer, ça aide. Hein. Moi, ma première boîte, je l'ai créée avec mon coloc, ma copine, mon boss et un collègue. Tu vois, Attends, et mon meilleur pote, je crois, que j'embrasse, qui nous écoute. Ouais, c'était pas une bonne idée. On s'est pas parlé pendant 2 ans, d'ailleurs, avec mon meilleur pote. Donc, tu as adoré ce lancement, cette expérience. J'imagine tout ce que tu as pu y apprendre, parce que quand tu fais tout, tu apprends énormément et beaucoup plus vite. C'est la meilleure des écoles. Tu reviendrais sur cette association qui était peut-être pas la plus adaptée. Aujourd'hui, je suis contente de l'avoir fait. Je le referai, mais avec un pack d'associés et avec plus de communication, et de voir en amont que en fait, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le business? Est-ce que c'est la relation? Et si c'est la relation, de stopper l'association avant. Le fait d'être associé, que l'une des personnes quitte la société quand on sent que en fait, ce qu'on a envie, c'est de rester un couple plutôt que
enfin voilà, de voir où sont les priorités et de sonner la sonnette d'alarme quand il est encore temps. Dans la box à planter, tu vends des graines, mais une autre graine pousse qui est celle de l'entreprise. Alors, je vais dire libérée, c'est peut-être pas libérée, mais du modèle d'entreprise que tu as en vision à ce moment-là. Est-ce que tu peux me raconter comment entre 2015 et 2020-21, quand j'ai reçu Laetitia, s'est formalisée cette vision, ces valeurs autour du mode de travail que tu voulais incarner avec la box à planter et maintenant le collectif Yuzu? Je pense qu'il y avait une rencontre qui a pas mal changé. On avait rencontré un entrepreneur qui est maintenant un super bon ami, Ludovic Simon, qui avait monté à l'époque Do You Buzz, et qui était un grand gourou de l'entreprise libérée, pas un gourou, mais voilà, vraiment, c'est un sujet qui l'intéressait beaucoup. Et du coup, quand il nous a présenté ça avec Quentin, donc mon ex-associé, ex et associé les deux. C'est ça. C'est ça. Et donc, Quentin était vraiment hyper, je me souviens, il était, mais c'est génial et tout ça. Moi, je trouvais ça super bien, mais j'avais pas envie d'appliquer les concepts comme Ludovic nous les présentait. J'avais vraiment à cœur de pouvoir expérimenter et de faire petit à petit les pas qu'on avait envie de faire. Et ça, je pense que c'est important. C'est pas une recette. On peut pas faire copier-coller. En fait, il faut s'inspirer un peu partout et tester ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas et réajuster. C'est vraiment quelque chose qui se fait petit à petit parce que en fait, quand tu choisis de libérer ton entreprise, faut vraiment beaucoup travailler sur toi parce que il faut accepter de pas tout contrôler, il faut accepter de pas tout gérer, il faut accepter de faire confiance à l'autre, il faut accepter et il faut travailler sur ce qu'on t'a toujours éduqué, qu'il fallait travailler beaucoup, qu'il fallait avoir telle relation avec tes salariés ou avec tes supérieurs, qu'il y avait une hiérarchie. Enfin, c'est vraiment tout un modèle à changer en toi et en les personnes de ton équipe. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Je pense que ce qui a beaucoup aidé, c'est quand justement Quentin, mon associé, est parti parce que du coup, je me suis retrouvée seule à gérer la boîte. J'avais une salariée et des stagiaires et je me suis dit en fait, j'avais pas envie d'être la boss et eux l'équipe. J'avais vraiment beaucoup besoin de soutien parce que ça a été une période compliquée. Et du coup, je les ai plus vus comme mes collaboratrices et collaborateurs plutôt que comme mes serviteurs entre guillemets là, comme Subalterne peut-être des gens, voilà. Oui, enfin, ouais, je comprends. Donc du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à fonctionner et du fait aussi de pas avoir beaucoup d'argent parce qu'on n'avait pas d'investisseurs, etc. Et la liberté aussi de tester tout ce que je voulais parce que j'avais pas d'investisseurs. Ça nous a permis d'être dans des mini bureaux à 8 et du coup de devoir bien s'entendre et d'être bien soudés parce que physiquement on était très proches les uns les autres et que on a fait évoluer tout ça, on a travaillé, on a fait des ateliers tous ensemble sur je sais pas, par exemple sur le présentéisme, comment on gérait nos heures, que chacun témoigne, en fait moi, je sais qu'on a le droit de faire ce qu'on veut et de venir à l'heure qu'on veut et de repartir à l'heure qu'on veut, mais je crois que je compte toujours mes heures et que je me sens mal quand je pars. Enfin, ce genre de conversation où du coup, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire, par exemple, sur le présentéisme pour faire en sorte qu'on se sente bien de partir à 15 heures ou de pas travailler aujourd'hui parce que on a une vie, quoi. Faut pas oublier que chaque être humain a une vie et n'est pas juste au travail comme un robot et que du coup, parfois, en fait, il vaut mieux juste pas travailler et du coup, toutes ces communications-là, ça a fait que on s'est dit maintenant on regarde pas les autres, on check pas quand est-ce qu'ils arrivent, quand est-ce qu'ils partent. Chacun est responsable et moi je suis incapable de dire qui arrive les premiers au bureau, qui part les premiers. Enfin, je sais pas du tout des trucs.
je suis incapable de, même des salariés avec qui je travaille depuis 4 ans, je sais même pas quels sont leurs horaires, en fait. Parce que... C'est les gens qui venaient qui venaient pas d'entreprise libérée. Donc, vous avez écrit vos règles, tu as appliqué les règles, ou comment est-ce que tu t'y es prise? C'est empirique, j'imagine. J'ai une équipe assez jeune, en fait. Là, je crois que la personne la plus âgée a 35 ans. Donc c'était plutôt des gens qui venaient au début pas mal des études, en fait. C'était genre vraiment des stagiaires que je salariais après. Mais ça veut pas dire qu'elles étaient déconstruites, hein, parce que en fait t'as tes parents, tes frères et sœurs qui travaillent et tu entends que le monde du travail c'est comme ci ou comme ça, et puis dans les films, enfin en fait on a toute une idéologie construite autour des entreprises, donc même si on n'a jamais travaillé en entreprise, c'est quand même dur de se déconditionner. Je pense que c'était un peu en essai-erreur et en essayant de travailler sur un peu des commandements pour régir ça. Par exemple, travailler mieux pour kiffer plus, c'est un de nos commandements entre guillemets. Donc en fait, vaut mieux. On aime vraiment travailler de manière efficace et intelligente, donc pas faire la personne occupée et se rajouter des projets pour avoir l'air occupé et pour avoir l'air important. Il y a une grosse part d'ego dans tout ça aussi. Et du coup, se dire, pendant un moment, j'animais des workshops à l'équipe pour, je sais pas, tous ensemble, on paramétrait les mails pour qu'on ait moins de sollicitations, essayer de faire en sorte qu'on ait moins. Moi, je suis une grande partisane du moins. Comme ça, après, t'as l'espace et tu fais vraiment des trucs qui sont importants et tu peux te concentrer là-dedans. Donc, pour travailler le moins possible et le plus intelligemment possible, pour profiter à côté du travail, pour profiter pendant le travail et pour pas être tout le temps sous l'eau. Et en fait, quand t'es sous l'eau, t'as aucun recul et tu te mets encore plus sous l'eau, quoi. Et vous y arrivez bien sur la boxe à planter? Ça prend. Il y a des gens qui sont pas adaptés à ce mode de travail. Ouais. Il y a des gens, c'était compliqué. C'est important maintenant dans mes recrutements. En fait, j'essaye de vraiment challenger cette partie-là. Il y a des gens qui ont besoin davantage de cadres. Il y a des gens qui ont besoin, qu'on leur donne ce qu'ils ont à faire. Moi, en fait, chaque personne dans mon équipe a ses missions et est responsable de certaines choses, et du coup cette personne va piloter tous les projets et choisir. Personne dit il n'y a pas du tout de hiérarchie où quelqu'un dit à l'autre fais ça. En fait, on va tous ensemble dans cette direction. Ça c'est mes missions, donc je vais m'occuper de cette partie-là de ce projet, et soit je décide pour ça, soit les personnes impliquées co-décident d'aller dans cette direction et de faire ces projets. Donc ça peut ne pas du tout fitter avec certaines personnes, quoi. Et comment tu testes ça lors d'un entretien? Je pose pas mal déjà pour essayer de cerner un peu mes 3 questions de la fin de l'entretien. Déjà je pense que j'essaye de le sentir, j'essaye de voir un peu si cette personne est un peu indépendante, débrouillarde, curieuse. Ça se voit aussi dans la manière de parler, la manière de s'intéresser ou pas au collectif, etc. Et mes 3 questions j'aime beaucoup, c'est genre si j'avais ta famille ou tes amis ou ton mec ou ta meuf en face de moi, qu'est-ce qu'ils diraient pour te décrire? Comme ça, c'est pas, en fait, c'est bête, mais c'est pas genre. C'est presque un exercice de projection et de visualisation. Voilà, et souvent on se vend pas de la même manière. Genre, si tu me demandes qui je suis, vs qu'est-ce que mes parents disent de moi, c'est pas pareil. On va pas forcément dire les mêmes choses. Idem au travail, genre qu'est-ce que les gens dans tes anciennes expériences ont dit de toi, comment t'es au travail, comment t'aimes bien travailler, comment tu t'organises. Pour voir, parce que nous on aime beaucoup travailler en silence et avoir des moments où on est focus. Et si je sens que la personne elle a besoin d'être constamment en train de parler et d'échanger, ça va pas le faire. Et la dernière, c'est quoi tes valeurs?
Et en fait, il y a aucune valeur qui est mauvaise en fait en soi. Mais on a par exemple, tu peux avoir la valeur de la rigueur. Tu vois, si tu prends les valeurs du monde militaire, par exemple, c'est pas des valeurs qui sont nulles, hein. La loyauté, la rigueur, etc. C'est juste des valeurs aux antipodes, par exemple, de mon entreprise. Et du coup, c'est hyper chouette que telle ou telle valeur, mais je sais qu'à moi, ça va pas ça va pas nourrir mon collectif. Et surtout, les valeurs, en fait, ça aide à trancher quand tu prends des décisions. Et moi, une des valeurs, c'est la valeur du plaisir, en fait, du bonheur. Et du coup, en fait, s'il y a un deal qui doit se faire, qui rapporte beaucoup d'argent, mais qui va être chiant et qui va tous nous plomber, en fait, non, je vais aller ailleurs, quoi. Donc quelqu'un d'autre peut, si ta valeur c'est plus la prospérité et tout ça, en fait ça va pas forcément fitter, quoi. C'est intéressant. J'avais une pensée un peu fugace, mais qui était moi j'ai franchi un cap le jour où j'ai compris que l'entretien c'est une question d'affinité, de fit que tu dois trouver entre le candidat et toi et ta boîte. Et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a juste, c'est la totale transparence, du zéro bullshit. Qu'est-ce que tu penses et est-ce que ça colle avec moi, tu vois? Est-ce que ça colle avec ce qu'on pense ici? Ça, c'est vraiment, ça fait quelques années, mais c'est un déclic que j'avais eu. C'est important de te le dire quand tu fais passer des entretiens, de le dire au candidat ou à la candidate. Moi, je dis toujours, vas-y, s'il te plaît, sois toi-même, parce qu'en fait, si je t'embauche parce que je crois que t'es quelqu'un d'autre, c'est boring, et puis c'est dommage, horrible, c'est du temps perdu pour tout le monde. Ouais, bien sûr. Ouais. Tu l'as écrit sur la box à planter, donc on va avancer dans l'histoire, hein, puisqu'ensuite tu as lancé la fabrique à sachets à peu près en même temps Womoon, un peu après, je crois. Ouais. Mais ces valeurs, ce mode d'emploi de l'entreprise et du travail, comment est-ce que ça s'est concrétisé? C'était toi uniquement qui l'incarnais, ou il y avait, je sais pas, un manifeste, un welcome kit? Ouais, c'est des choses sur lesquelles je travaille aujourd'hui, mais à l'époque, non, il y avait nos 10 commandements, je crois. Oui, il y avait travailler mieux pour kiffer plus, il y avait, s'écouter, savoir dire non, je sais plus, s'applaudir quand on part tôt ou un truc comme ça pour casser le truc du présentéisme, quoi. C'est-à-dire, féliciter quelqu'un qui part à 15h, en fait, parce que, en fait, bravo, tu t'écoutes. Genre, c'est chouette. Merci de prendre soin de toi. C'est drôle de s'applaudir pour partir tôt, quand on part tôt. Ouais. C'est vrai que ça peut, je trouve ça super, c'est surprenant. Complètement. Mais c'est vachement bien, c'est une excellente idée. Complètement. Mais en fait, il faut prendre les choses un peu en dérision pour faire en sorte que ça marche, quoi. Parce que tu sais, parfois, t'es genre, tout le monde est d'accord ah non, mais oui, le présentéisme, c'est nul, on va pas faire ça. Et puis, t'es trop d'accord et tout. Et puis, le lundi, tu reviens et puis t'es en mode, oh là là, c'est bon, j'ai plus rien à faire. Il est 16h30. Non, mais attends, je vais rester jusqu'à 18h. Du coup, je vais, faire semblant de travailler tout en faisant mes courses en ligne ou je sais pas quoi. Et non, en fait, repose-toi, va chez toi, fais ce que tu veux, quoi. Mais Dans l'entrepreneuriat, il y a toujours quelque chose d'autre à faire. Toujours quelque chose de plus. De manière générale, on peut toujours faire mieux, tu vois. Faire plus, c'est pas faire mieux, quoi. Non, mais c'est pour ça que je me suis repris. On peut toujours faire mieux. Ouais, et en fait, je suis d'accord, mais plus t'es reposé et plus tu vas bien mentalement, mieux tu peux faire, en fait. Et du coup, c'est un peu ce paradoxe et je l'ai souvent, hein, là, à croire que je suis la personne parfaite et tout, pas du tout. Je le vois bien les jours où je suis genre en mode ah vas-y, non mais ça je pourrais le faire aussi aujourd'hui, et que tu sais genre faire 80% de ta to-do, du coup tu vas te sentir bien, tu vas rentrer chez toi, tu vas pas être complètement cramé, tout va bien aller. Et je le vois les soirs où je me dis allez non c'est bon là je suis hyper productive, vas-y go, et je vais faire 100%, ou je vais même faire plus. Après je rentre, je suis cramée, le lendemain j'arrive pas à m'y remettre. Et c'est aussi une question de respecter j'ai entendu ça il y a pas longtemps, son écologie intérieure, quoi. Un peu respecter
la manière dont tu fonctionnes, et du coup de pas forcément faire plus, et en plus faire plus, parfois tu fais des trucs mais en fait ça sert à rien. On peut aussi supprimer la moitié de nos tâches et ça fonctionnera toujours bien. Respecter son écologie intérieure. Je trouve ça assez intéressant. Mon associé que vous connaissez tous, chers auditeurs, j'imagine, Mathieu Stéphanie, qui anime le podcast Génération Do It Yourself, a reçu un personnage assez original cet été, qui est Nicolas Aignan, un vieux copain, qui parlait de flow. Et l'état de flow, c'est un état de concentration maximale où on n'a même plus l'impression de travailler, on est presque en distance par rapport à soi-même. J'ai creusé un peu le sujet ensuite, et parmi les éléments de flow, il y a effectivement le repos. On peut pas être en état de flow 24/24, 7 jours sur 7. C'est on y rentre, on en sort, il y a un repos, il y a une phase d'atterrissage presque. C'est intéressant ce que tu dis. Et respecter son écologie intérieure, je trouve ça top. Le développement de la boxe à planter, on l'a couvert en partie avec Laetitia. J'aimerais que tu me racontes maintenant comment sont passées les nouvelles aventures que tu as lancées, ou co-lancées d'ailleurs, tu nous expliqueras. Donc, la fabrique à sachets et Womoon. Ouais. Alors, la fabrique à sachets, elle est vraiment née de la boxe à planter, dans le sens où même au tout début, quand j'ai lancé la boxe à planter, ma sœur m'avait dit « Ah, ce qui est génial, c'est les sachets de graines comme cadeau d'invités, donc à la place des dragées à des mariages. » quoi. J'avais dit « Ok, cool. Enfin bon, là je suis lancée dans les box de graines. Merci. Bonsoir. Déjà, je suis toute seule pour faire tous les métiers, donc je pouvais pas m'atteler à quelque chose d'autre. Et puis j'avais pas la tête à ça. Et du coup, c'est venu un peu sur mon expérience chez la boxe à planter. On a eu des entreprises, des événements qui nous ont approchés pour personnaliser des sachets de graines à leur couleur pour un événement ou pour offrir dans des commandes pour des e-commerce par exemple, offrir un petit sachet de graines à leurs clients sur une période donnée par exemple. Et quelques particuliers qui nous disaient je me marie, j'aimerais vraiment beaucoup avoir des sachets de graines avec nos noms, etc. pour offrir à nos invités. Donc j'ai traité ces demandes manuellement, on va dire. Et puis ça restait quand même un peu en tête de lancer ça en fait, à un moment, de lancer une plateforme où on puisse personnaliser nos sachets de graines. Et j'ai travaillé sur le concept en 2017, je crois, à l'été 2017, donc 2 ans après, pour retracer 2 ans après la boxe à planter. Exactement, ouais. Ok. Et donc je me suis dit ça peut être chouette de pouvoir personnaliser sachets de graines. J'ai envie de, pareil, très bootstrapping, j'ai envie de voir vraiment s'il y a un marché avant de créer un logo, un site, un machin, un truc. Donc, j'adore Typeform, qui est un des trucs de sondage en ligne, c'est très bien fait, où on peut vraiment personnaliser et aller même mettre des méthodes de calcul. Enfin, voilà, c'est assez poussé quand même comme formulaire avec la version payante. Je ne suis pas sponsorisée. Non, mais je t'interromps une seconde. C'est vrai que Typeform, c'est un outil de ouf. C'est fou. Ce qu'on voit et ce que vous connaissez tous, j'en suis certain, c'est le formulaire en ligne. Mais en vrai, en back-end, sur la partie d'administration, on peut faire énormément de choses. Et pour peu que vous soyez un peu à l'aise avec Zapier, If This Then That, ou Integromat, qui est notre joujou favori, on peut monter un business sur Typeform avec quelques intégrations comme ça. C'est vraiment hyper puissant. Ouais, on peut intégrer. Je ne suis pas sponsorisé non plus. C'est vraiment, et puis c'est beau, enfin c'est incroyable, j'adore. Et donc du coup, je me suis dit vas-y, on lance un Typeform et puis on balance 2-3 posts Instagram sur et Facebook, j'allais dire Instagram sur Facebook bien entendu. Sur le Facebook et l'Instagram de la boxe à planter et le LinkedIn, on en parle. Je crois qu'on avait mis un petit budget de pub payante. On imprime 3 sachets, on prend 3 pauvres photos avec une petite fleur à côté pour faire style sachet pour les mariages, quoi. Vraiment 2-3 mouvements. Et puis on lance ça donc début 2018, je crois, en janvier 2018. Et là, en 2-3 mois, c'est 3000 demandes de devis, quand même. Génial. Donc là, tu te dis, sauf que on n'avait pas automatisé jusqu'au bout, donc c'était
un petit peu compliqué au début pour répondre à toutes les demandes. Et après, on a intégré la méthode de calcul et le paiement dans Typeform. Mais je me suis dit, ouais, il y a vraiment un intérêt à la fabrique à sachets, il y a vraiment un marché. Donc, on a commencé à travailler sur une charte graphique, sur des couleurs pour vraiment différencier ça de la box à planter. Parce que je sais pas, je me disais, ça peut être bien d'avoir, c'est quand même si c'est des graines, c'est quand même 2 business différents, 2 cibles différentes. Donc, je vais adresser à 2 marchés différents, quoi. Mais tes équipes, tu dis on. C'était qui le on du début de la... Alors au tout La fabrique à sachets. début, j'avais pris une stagiaire québécoise quand j'étais dans ma période très Québec, où j'adorais le Québec et j'adore la manière de penser des Québécois. Et voilà, c'est vraiment. Et du coup, j'avais pris une stagiaire québécoise, mais ce que j'expliquais ce matin à ma salariée, c'est que elle a rencontré l'amour de sa vie pendant ce stage, donc elle n'était pas très concentrée dans son travail. Donc c'est très bien, ils ont eu un enfant ensemble, je suis ravie. Donc après il y a eu une autre personne qui est arrivée, Lucille, qui a mené ça, et c'était vraiment chouette, qui s'est vraiment hyper bien occupée de la fabrique à sachets pendant 2 ans. Mais donc c'était bien une entité à part, une équipe à part en tout cas sur la fabrique à sachets par rapport à la box à planter. Bah au début c'était le bazar. Il y avait Lucille qui travaillait pour la fabrique à sachets. Mais en fait déjà tout était sous le même statut juridique, donc tous les frais de tout le monde étaient payés par la SARL, la box à planter, c'était une SARL à l'époque, et donc voilà. Et ensuite, mais il y avait des gens qui travaillaient par exemple en logistique, qui allaient travailler un peu pour la fabrique à sachets. Je me souviens qu'au début on faisait toutes les réunions tout le monde ensemble parce que on n'avait pas de salle quoi et du coup on n'avait pas trop d'organisation, donc on a fait au début tous ensemble, mais ensuite c'était vraiment Lucille et puis moi sur la partie strat et web, et puis après au bout d'un moment en fait je me suis dit ça serait vraiment chouette de séparer juridiquement les 2 boîtes, parce que la fabrique commençait à vraiment grossir. Et je me suis dit que j'avais envie de vraiment fluidifier tous les coûts pour faire en sorte que les 2 business séparément étaient viables. Plein de choses. C'est intéressant, ça s'oppose à un choix qui aurait été peut-être plus évident, qui était de créer un nouveau produit sur une marque qui existe déjà, puisque du coup c'est moins d'investissement d'évangélisation et de marketing autour de cette nouvelle marque qui est la fabrique à sachets. Je veux bien que tu répondes à ça, ou que tu en tout cas me dises ce que tu en penses. La deuxième, c'est tellement difficile de lancer des nouveaux biz au sein d'une activité existante, ou en tout cas des nouveaux produits qui s'éloignent un peu du produit initial. On le voit en agence, on le voit, moi j'ai eu des startups avant, que effectivement séparer, enfin je plaide le pour et le contre, tu vois, séparer les activités te permet d'avoir beaucoup plus de focus, et peut-être tu l'as dit, fluidité, ou tu vois même fluidité de la vision sur tes produits. Tu referais la même chose aujourd'hui, pardon, je t'ai coupé la parole, vas-y. Mais tu referais la même chose aujourd'hui, 4 ans après, on était en 2017, on est en 2021 aujourd'hui. Oui, complètement. Je ferais exactement la même chose, c'est-à-dire qu'au début, c'est vraiment la box à planter qui impulse la fabrique à sachets, et ensuite vraiment séparer, parce que dans l'un, on est dans la personnalisation où il y a des gens qui vont se marier avec 200 invités et c'est l'événement de leur vie et c'est hyper important pour eux. Et du coup, il faut que ils aient un service client hyper abouti. Enfin, il est très abouti sur la box à planter, mais c'est pas pareil de commander une box pour jardiner sur son balcon vs d'avoir ses petits sachets et de suivre la production, etc. Et du coup, la box à planter, c'est une marque fun, c'est une marque pep, c'est une marque B2C, où à l'époque on faisait beaucoup de jeux de mots, de machins, de trucs comme ça. Et la fabrique à sachets, c'est l'univers mariage, et du coup dans cette entreprise, la rigueur, par exemple, dont on parlait avant, a plus de raison d'être. Et plus importante que dans la box à planter, quoi. Et pareil pour les pros, en fait, c'est hyper différent de travailler avec des entreprises que
d'envoyer le même produit à des milliers de clients, en fait. La fabrique à sachets se développe, mais du coup sur les mêmes valeurs en termes d'organisation et de vision d'entreprise que la box à planter. Tes apprentissages sur l'entreprise libérée, ou en tout cas ton nouveau code du monde de travail, tu les appliques à la fabrique à sachets? Oui. En fait, vu qu'on est dans les mêmes bureaux et... Tu peux pas avoir deux modes de fonctionnement différents, quoi, c'est ça? Ouais, puis c'est ma manière de travailler maintenant, mais oui, du coup, ouais, l'entreprise libérée, en fait, c'est la box à planter qui a impulsé, en fait, ça. Et même moi, quand je prenais la parole sur ces sujets-là, j'étais Julie de la box à planter à l'époque, et du coup, oui, ça transpirait sur les autres entreprises, et ça a été très long, hein, on va créer la fabrique à sachets SAS. Ça a été hyper long, en fait, vraiment ce découpage, parce que j'ai dit à mon avocate, mais c'est quoi une holding? Elle m'a dit, mais vous avez 27 ans. Non, c'est pas ça, mais je savais ce que c'était, mais j'étais genre, ça peut pas être intéressant. Elle me dit, ah oui, vous avez 27 ans, vous avez 3 entreprises. Oui, ça peut être judicieux. Donc après, ça a été beaucoup donc pour créer Yuzu, qui au début n'était qu'une holding pour fluidifier tous les flux. Ça a été hyper long, parce qu'il fallait créer Yuzu pour ensuite monter une partie de la box à planter dans Yuzu et faire redescendre pour créer la fabrique à sachets, avec un petit confinement, notre premier confinement par-dessus, les greffes fermées pendant 2 mois et une trésorerie à 0 pour la fabrique à sachets, au moment où on s'est dit c'est pas grave, ça va être la saison des mariages, mais qu'en fait il y avait plus de mariage et que la vie même pro n'existait plus. Voilà, donc ça a été un peu long, c'était pas en un claquement de doigts. Surtout qu'on enregistre, j'aurais dû le dire ou j'aurais pu le dire en intro, mais le 27 septembre 2021, pardon, tu viens d'annoncer officiellement, d'officialiser la naissance ou publiquement le collectif Yuzu, avec Exactement. un site que tu viens de lancer sur collectif-yuzu.com. Collectif Yuzu, comme le citron, YUZU, collectif-yuzu.com. Avant d'aller chercher les synergies ou la manière dont tu t'organises ou s'organisent les équipes plutôt, il y a une troisième aventure dans tout ça qui est WooMoon. Oui. Qu'est-ce que c'est WooMoon? Alors WooMoon, c'est notre constat et notre combat un peu derrière WooMoon, c'est de prendre du temps et prendre soin de la personne la plus importante de notre vie, c'est-à-dire nous-mêmes. Donc WooMoon, ça a été vraiment du coup on était dans les graines jusqu'ici, et là on s'approche de quelque chose de plus en lien avec la spiritualité, avec le féminin sacré. Je sais pas si ça parle à beaucoup d'auditeurs et auditrices. Mais tu peux nous expliquer ce qu'est le féminin sacré? Ouais, alors je suis si nulle à pitcher WooMoon, même 3 ans après, c'est un enfer. J'ai essayé de m'entraîner, mais c'est toujours compliqué. Donc en fait, c'est donc on a toutes et tous une part de féminité, de masculinité, enfin de féminin et de masculin en nous. C'est de 2 énergies qui vont ensemble. C'est le yin, c'est le yang, c'est le soleil, c'est la lune. C'est vraiment la dualité. Du coup, c'est pas parce que tu es un homme que tu as que de l'énergie masculine. On est constitué des deux. Et du coup, sacré, c'est pour représenter un peu donc le côté spirituel. La spiritualité, en gros, c'est croire en quelque chose qui est plus grand que nous. Et la France est un des pays les moins spirituels au monde. Et c'est pour ça qu'on est des grands consommateurs d'antidépresseurs, parce que en fait, quand on croit que rien n'est plus grand que nous, en fait, on se sent parfois super seul, quoi. Donc c'est pas du tout religieux, c'est juste de se dire que tous les humains sont connectés et que il y a comme une espèce c'est un peu de croire que la vie est là pour t'apporter du bon, en fait, et ça te permet ce genre de petite croyance ou de mindset ou de, je sais pas comment on peut appeler ça te permet de faire en sorte que
ta vie soit plus, comment dire, plus douce, plus alignée, et que tu ne sois pas genre un peu victime de ce qui t'arrive, et de se dire en fait, tu vois ce que je te disais hors antenne, tu me disais t'as de la chance d'être au Portugal, c'est parce que t'as un business qui marche bien, je sais plus ce que tu m'as dit. Ça, c'est une croyance qu'on va développer, quoi. Je vais voyager, mais je vais attendre que mon business aille bien. Ouais, est-ce que tu penses ton business pour faire en sorte qu'il te permette de voyager? Enfin, tu vois, ça dépend de par où tu prends C'est une question de mindset. Voilà. Donc du coup, Moon, ça porte, c'est sur ces sujets-là. Donc, on a une partie e-commerce avec des produits soit concrets, soit qu'on revend. Donc, on a une belle librairie sur plein de sujets autour du féminin sacré, etc. Donc ça peut être des sujets en lien avec le yoga, la méditation, l'astrologie, tout ce qui est en rapport avec le cycle menstruel, parce que et c'est pour ça que c'est vraiment destiné aux personnes menstruées et aux femmes, parce que en fait, on a plein de challenges et de choses que les hommes n'ont pas apporté dans leur vie, dont les règles, la ménopause, la grossesse. Voilà, il y a plein de sujets. Et du coup, on a décidé de s'adresser aux femmes, contrairement aux hommes aussi. Donc voilà, et donc on a cette partie e-commerce et on a une partie de rituels en ligne. On a un peu le Netflix des rituels en ligne, où à chaque nouvelle lune et chaque pleine lune, il y a du contenu pour prendre soin de la personne la plus importante de ta vie à travers des pratiques. Voilà. Intéressant. Je pense qu'on pourrait faire un épisode sur le sujet, parce que c'est un sujet qui est important, j'allais dire qui est complexe, mais mais c'est au-delà de ça, qui est vraiment important, et peut-être surtout sous-estimé chez nous. Mais comme tu le disais, en France, ce qui m'intéresse, c'est donc de savoir que tu as à ce stade 3 business pour lesquels tu es fondatrice ou cofondatrice pour Womoon. Ouais. Tu l'as cofondé avec Célia Boussug, je vais pas dire de bêtises. Ouais, qui était à la base responsable communication chez la Box à Chanter. Excellent. Et qui a voulu prendre son envol et t'as emmené avec elle. Comment s'est fait cette association? Vraiment, on n'avait pas du tout envisagé à aucune seconde de s'associer et de faire un business. C'est un jour, je regardais une vidéo sur YouTube et il y avait une box, une fille, une influenceuse couvrait une box de spiritualité qui venait des États-Unis, tu vois, une box mensuelle, enfin sur le même principe que la box à planter, mais sur ces sujets-là, quoi. Et du coup, je savais que moi, je pratiquais beaucoup de yoga, méditation. Je sais que Célia, elle s'intéressait à d'autres sujets en lien avec la spiritualité. Et du coup, je lui envoie ça sur Facebook. Regarde, tu penses que ça pourrait marcher en France? Voilà, c'est parti de là. Et elle m'a dit, mais oui, trop bien. Et du coup, j'ai dit, bon, attends, je vais voir si je m'engage sur un nouveau projet. Et puis, j'ai pris un petit temps pour réfléchir. On s'est dit, ça sera vraiment un side project, genre on va juste faire ça pour se faire du bien de temps en temps, ce sera tout petit et tout ça. Et puis on s'est fait entraîner dans le vortex et c'est une des plus grosses boîtes aujourd'hui. Alors c'est intéressant, j'allais te poser la question. Donc juste l'état des lieux, il y a 3 boîtes, la box à planter, la fabrique à sachets et Womoon. Ouais. Tu vas faire à peu près $1 million de chiffre d'affaires cette année, c'est ça? On va dépasser, ouais. Vous allez dépasser le million. Ce sera plus, mais je sais pas, peut-être 1.3 ou je sais pas, on verra. Il y a Noël qui est important en fait, donc tant qu'on n'a pas passé Noël, on sait pas quoi. Et donc tout ça se regroupe sous ce collectif qui est le collectif Yuzu. Ouais. Moi, j'aimerais maintenant comprendre d'un point de vue e-com, surtout, quelles sont les synergies qui existent entre ces différentes aventures, sachant qu'il y a à peu près, je l'ai dit, une 20aine de personnes sur les 3 boîtes, ouais. Dont 7, c'est ça, au sein du collectif. Comment est-ce que c'est une très très belle aventure. J'aurais aussi dû dire ça en intro, mais tu es autofinancé.
On parlera de levée de fonds dans quelques instants, mais tu es autofinancé, c'est ton aventure, c'est tes règles du jeu. Tu as même pas la trentaine? J'ai 30 ans depuis une semaine. Mais yay! Joyeux anniversaire, on est le 27, merci. le 20 septembre. Exactement. Génial, joyeux anniversaire. Ben voilà, t'as la trentaine, un groupe qui te permet de faire vivre des gens, de leur faire vivre une expérience professionnelle qui est qui respecte les règles du jeu que tu as fixées. D'un point de vue pratique et opérationnel, ces 7 personnes qui sont chez Yuzu, qu'est-ce qu'elles font et comment est-ce que tu trouves des synergies entre les différents business? Ouais. J'ai recoupé sur ma question. C'était long. J'adore, moi je suis comme ça aussi en entretien, je parle tellement pendant que je pose une question qu'après ils sont perdus quoi les candidats. Je pose genre 7 questions, je suis genre prends celle qui te tente hein, tu sais, genre vas-y, lance-toi. Il y a plein de synergies qui se sont faites déjà un peu naturellement du fait que au début c'était moi ou un mini groupe de personnes qui étaient à l'initiative du lancement de la fabrique et de Woomoon, donc on a tout bonnement choisi la même avocate, le même comptable, le même on a choisi de bosser sur WordPress pour les 3 boîtes. On avait les mêmes process de Slack, de Trello, d'organisation d'outils. Et il y a des synergies donc à la fois sur nos manières de travailler. Bien que à chaque fois chaque marque et chaque équipe a la liberté de transformer cette pâte à modeler, d'en faire ce qu'elle veut, hein. Mais c'est au début chaque boîte a le même kit et puis ensuite elles en font ce qu'elles veulent. Et donc on a des synergies au sein de Yuzu. Donc Yuzu, c'est à la fois un collectif, donc c'est toutes les personnes qui travaillent pour les différentes marques et pour Yuzu, donc c'est 18 personnes, c'est 3 entreprises, c'est 2 lieux, on a nos bureaux, on est tous ensemble, et l'atelier où on prépare toutes les commandes des 3 e-commerce. Donc il y a plein de synergies au sein de ça, par exemple les process logistiques sont à la base les mêmes et ensuite donc on a les mêmes imprimeurs, on a les mêmes conditionneurs, on a les mêmes on a un contrat à la poste qui refacture après aux différentes donc il y avait un gros travail un peu j'avais vraiment l'impression d'être juste une gestionnaire là l'an passé. Un gros travail pour mettre en place un peu tout ça, tous les process de refacturation de ça. Mais donc on a plein de points communs là-dessus. Et maintenant, c'est un des rôles de créer des synergies au-delà de ce qui est pris en charge par le groupe Yuzu. Donc, ce qui est pris en charge par le groupe Yuzu, c'est ressources humaines, logistique, web, quoi d'autre, administratif. Et du coup, là, tu as dit, pardon, logistique. Ouais, on web, a 3 personnes en logistique. Admin. Okay. Une personne en administratif, une personne en ressources humaines, une personne en web. Et moi qui aujourd'hui se situe presque dans un poste aussi un peu RH, un peu culture d'entreprise en fait. C'est toi la garante des valeurs que tu as mises en place et des règles du jeu que tu as mises en place? Exactement, ouais. Et du coup, par exemple, je vais faire la dernière étape des recrutements. Je vais donc les équipes gèrent. Est-ce que c'est la bonne personne pour faire ce poste? Est-ce qu'elle est qualifiée dans telle et telle chose? Et puis moi, je m'assure est-ce qu'il y a un vrai fit au niveau des valeurs? Est-ce que ça va être... J'aime beaucoup les personnalités. J'aime beaucoup quand quelqu'un arrive dans le collectif et puis ça rajoute un ingrédient, quoi. J'ai pas envie qu'on soit toutes des... les images, j'ai pas envie qu'on soit toutes des carottes. je veux plein de trucs dans la salade, quoi. Puis je veux des trucs qui soient bons ensemble. Ah, pardon, je voyais pas où tu voulais en venir. La salade, ok. La salade, c'est le collectif, et du coup, ça m'intéresse pas d'avoir 3 mêmes tomates, tu vois. C'est ça. Tu as, alors je fais une parenthèse, mais si j'en crois le site de Yuzu, collectif-yuzu.com, beaucoup de femmes. Oui. Alors certainement très différentes les unes des autres, mais il manque des tomates, non? Il y a beaucoup de femmes. C'est un choix, pourquoi?
Ça s'est fait un peu par hasard. Enfin, ça n'a pas été un choix à l'origine. D'ailleurs, on a été quasiment en parité sur les peut-être 2 premières années de la boxe. Ensuite, ça a été plus compliqué parce que rien qu'en termes de recrutement, il y a 5%, 10% quand on est chanceux et chanceuse des candidatures qui sont des hommes. Et du coup, bah après, tu vois, quand tu reçois 100 candidatures, t'en as 10 d'intéressantes, bah si dans les 100 candidatures, c'est la statistique. Ouais, donc du coup, bah tu te retrouves, et parfois je me dis bon, bah je vais essayer de rencontrer cette personne, même si puis il y a beaucoup de choses qui m'énervent, quoi. En fait, si on écrit Mademoiselle Spollmeyer, ça va m'énerver. Les hommes aiment parfois beaucoup. Enfin, il va y avoir des choses un petit peu qui vont titiller, titiller mes valeurs féministes dans le recrutement. En fait, ça va être et ça, enfin, c'est la manière dans laquelle on a été éduqué, mais ça me chiffonne un peu. Je peux voir si j'ai fait l'exercice de masquer si c'était un homme ou une femme. Je vois dans la manière d'écrire, ça va être je vous félicite pour avoir pour votre parcours. En tout début ça va être la première ligne. Ça va être très bravo. Bravo d'avoir. Enfin, je sais pas, je prends ça. Et une femme ne dirait pas ça? Alors, on va pas faire de généralité sur les 100 candidatures que tu as reçues, mais je me permets quand même de creuser. Une femme dirait pas ça? Ou alors on est sur une pente hyper savonneuse. Ouais, je sais pas, non, c'est un peu différent. C'est un peu, en tout cas, dans la manière d'où c'est amené, c'est un peu pédant. C'est pas du tout tous les hommes qui vont faire ça, mais ça va être peut-être sur les 10 candidatures, il va y en avoir 3 ou 4, et du coup j'ai pas envie de me mettre où je sens que du coup niveau valeur ça va être un petit peu plus compliqué, et du coup c'est hyper dommage parce que j'incite beaucoup les hommes à postuler, parce que j'ai envie qu'on puisse être plus d'hommes, même si on ressent pas un manque et tout se passe bien dans l'entreprise, mais on a cette volonté de pouvoir accueillir plus d'hommes. Et mais ouais, c'est vraiment un problème statistique en fait, il va y avoir très peu de personnes qui vont postuler, et très peu de personnes qui vont postuler parce que elles sont faites pour ce job, et du coup il arrive que on ait personne, ou qu'on se dise cette personne elle est bien, et puis juste après j'ai accepté un job ailleurs, tant pis. Ça arrive. Donc je reviens sur les synergies. Tu disais que toi c'est plutôt sur le rôle, en tout cas à cheval sur le rôle RH valeur. En termes de marketing et d'acquisition, on est quand même là pour faire vivre toutes ces personnes. Est-ce qu'il y a des synergies? Comment est-ce que alors Laetitia m'avait dit qu'elle travaillait, que c'était principalement de l'organique et du bouche à oreille sur la boxe à planter. Ouais. Est-ce que d'une unité, d'une entité à l'autre, il y a d'autres synergies marketing? Ouais, c'est assez différent dans le sens où ça va être comparé à d'autres choses qui sont mutualisées au sein de Yuzu. Là, ça va être chaque marque qui va s'occuper de son marketing, de sa communication. Bien qu'on essaye de se partager nos best practices et de pouvoir faire évoluer le groupe. Et c'est assez différent parce que sur Womoon, on a une énorme communauté. On a vraiment des femmes qui sont là, on fait un post Instagram, on a je ne sais combien de commentaires, on fait un sondage, on a plus de 1000 personnes qui répondent. On a une vraie communauté. Sur la fabrique, c'est un achat d'une fois, en fait, sauf si tu veux te marier plusieurs fois et avoir le même cadeau d'invité, ce qui est un peu bizarre. Mais donc ouais, c'est plus vraiment de l'acquisition en one shot, quoi, avec quand même un bon panier moyen, donc c'est chouette, et une bonne conversion. Donc ça va être pas mal drivé sur
de l'acquisition payante. C'est vraiment la seule boîte où l'acquisition payante est vraiment importante et essentielle. Si on enlevait l'acquisition payante sur la box et WooMoon, on ferait quasiment le même chiffre d'affaires en fait. Aujourd'hui. Et sur la box à planter, je pense que c'est plus du bouche à oreille de personnes qui se sont mis au jardinage grâce à la box à planter, du coup qui vont en parler à d'autres ou qui vont offrir ensuite. C'est pas mal du cadeau. Donc c'est un petit peu différent. Et là, la communauté est moins forte que sur WooMoon où on a vraiment un très beau cas d'école, quoi. Je suis vraiment fière de ça. On peut trouver, j'imagine, des synergies en plus, ou en tout cas des ponts, des parallèles entre la box à planter et la fabrique à sachets. C'est vrai que WooMoon est quand même sur une audience, enfin c'est complètement différent comme produit. Oui, le produit est différent et après c'est aussi intéressant de pouvoir tester des choses. Par exemple, on a fait des crowdfunding sur WooMoon et de pouvoir partager notre expérience à la box et à la fabrique et comme ça elles peuvent aussi choisir de le faire ou de pas le faire en conscience de je sais pas combien de temps ça prend. Moi je leur ai dit, je pense que ça a marché grâce à notre forte communauté. Je pense que ça peut, vu le temps que ça engendre et l'énergie que ça engendre, il faut vraiment être sûr que ça marche, quoi. Donc par exemple, je dis je vous le conseille pas. Mais du coup, c'est intéressant. Ça peut être aussi des synergies de non faire. Nous on a fait ça a marché ou ça a pas marché. Mais ouais, là, ça va être plus en web. On a beaucoup de synergies depuis qu'on a un chef de projet web depuis 1 an. Où là, c'est génial. Ouais. C'est ça. Donc le seul mec. Ouais, c'est ça. Vous aviez une presta pour le web avant. On a une développeuse, en presta toujours. Avec laquelle vous travaillez toujours. Ouais. Laetitia m'avait donné son contact, qu'on avait contacté, qui était top. Ah, elle est géniale. Je sais pas si on... Comment elle s'appelle? Magali, c'est ça? Ouais. Magali Castin, je crois, qui est pas facile à trouver, mais que Laetitia m'avait donné son contact. Du coup, la développeuse et le chef de projet web, Titouan, c'est ça? Sur la partie web, vous êtes sur WordPress et WooCommerce pour les 3 plateformes? Oui, avec 3 thème builders différents, histoire de faire péter un petit câble à Titouan et à Magali. Pourquoi? Je sais pas, avec la box, on a notre 3e theme builder. Ensuite, j'avais mis Divi sur, parce que à chaque fois, ça me plaisait pas. Donc, dès que je recréais un autre business, je testais un nouveau theme builder, quoi. Ok, maintenant, je pense que du coup pour Yuzu, on a utilisé le même theme builder que pour WooMoon, Elementor, qui est chouette quand on code pas. Elementor qui est vraiment pas mal, qui est payant si on veut avoir accès à certaines fonctionnalités, mais qui ne coûte pas une fortune et qui est vraiment assez poussé. Et quand on code pas, ça permet de faire des choses complètement assez efficaces. Dernière question, puis après on parlera d'avenir parce que le temps file. Tu n'as pas levé de fonds? Non. Je l'ai dit un peu plus tôt, tu es autofinancé. Est-ce que tu lèveras des fonds dans le futur? Est-ce que tu veux rester indépendante? Je veux rester indépendante, ouais. C'est hyper important. Pour garder toute la liberté d'action. Il y a plusieurs, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Ouais, j'aime bien me dire que j'ai envie de gérer les boîtes comme je le veux ou comme l'équipe le veut, qu'on n'a pas besoin d'inclure des personnes extérieures dans nos prises de décision. Vraiment je me sens un peu libre, quoi. Je me sens pas, j'aurais l'impression, alors peut-être que je me fais des fausses croyances sur avoir des investisseurs, mais d'être un peu sous tutelle, quoi. Du coup, je me sens libre de faire ce que je veux, de lancer les produits que je veux quand je veux, et j'aime beaucoup ce truc de pas dépenser plus que ce qu'on a. Parce que parfois il y a des produits qui vont marcher parce que derrière je sais pas, un produit qu'on vend 10 €, on va mettre 20 € de pub pour vendre ce truc 10 €. Et pour moi, en fait, c'est pas quelque chose qui est
sustainable, tenable sur le long terme, quoi. En fait, rien que pour la planète, en fait, c'est complètement débile de se dire que on va dépenser plus pour gagner quelque chose qui, en fait, du coup, tu te demandes, mais est-ce que, en fait, mon produit sert vraiment une cause? Est-ce qu'il sert à quelque chose? Est-ce que les gens en veulent vraiment? Ou est-ce que il est là parce que il se vend parce que, on met triple effort derrière pour le vendre, quoi. Et du coup, je pense que ça pose cette espèce de question de surproduction et de non-sobriété je sais pas, pousser un produit à la vente, alors que en vrai, on peut. Est-ce que ce produit, je pense pas que dans tous les cas ce produit ne sert à rien, pas du tout. Hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est ce questionnement qui est intéressant. Est-ce que si je suis vraiment au bon endroit, est-ce que j'ai besoin de pousser pour qu'on achète derrière. Après, ça dépend vraiment, c'est tellement complexe. Hein. Non, mais j'espère que alors c'est cool d'être indépendant. Lever les fonds, c'est pas une fin en soi. Ça, c'est nécessaire parfois dans certaines verticales, hein, si on le souhaite accélérer. Je pense que d'être maître à bord et surtout d'être de pilote d'une croissance maîtrisée. On dirait un titre à la challenge, ça. C'est vraiment top, quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Est-ce qu'il y aura d'autres e-commerce? Est-ce qu'il y aura d'autres aventures entrepreneuriales au sein d'Yuzu, en parallèle de Yuzu? Ça sert à quoi, Yuzu? Yuzu, au tout début, ça servait à fluidifier pour faire en sorte que, en gros, Yuzu paye des choses qui sont refacturés aux 3 entreprises en fonction de leurs besoins. Par exemple, tu travailles à 40% sur la fabrique, Yuzu et 60 sur la box, Yuzu va payer et puis ce sera redécoupé en fonction du voilà. Ça servait à ça à la base et en fait au-delà de ça, en fait, on s'est rendu compte qu'on était beaucoup plus parce que il y a Yuzu maintenant, c'est un cadre qui sert à toutes les entreprises, à tous les individus, un espace de travail qui porte nos valeurs, qui sont à retrouver du coup sur collectif-yuzu.com sur l'onglet manifesto. C'est un manifeste que j'ai écrit qui retrace un peu, tout ce qu'on met en place dans l'entreprise pour faire en sorte que ça fonctionne bien. Et donc, du coup, c'est expérimenter, incarner et insuffler un monde du travail porteur de sens. Et là, aujourd'hui, on avait l'expérimentation, l'incarnation et la sortie de Yuzu et avec un site web, des réseaux sociaux, ça va nous permettre d'insuffler, en fait, de dire voilà notre ratatouille, on vous partage notre ratatouille, s'il vous plaît, servez-vous et puis ajoutez vos ingrédients, retirez les trucs qui vous plaisent pas. Et voilà, j'espère pouvoir, et c'est pour ça que je suis avec toi aujourd'hui au micro, inspirer des personnes pour faire en sorte que l'entrepreneuriat, ça ait du sens pour vous, ça ait du sens pour les personnes qui achètent votre produit, les personnes qui travaillent autour de vous. Et donc, du coup, il y a j'ai pas envie d'un autre e-commerce, j'ai envie de faire en sorte que Yuzu porte ces valeurs-là et les insuffle. Donc, ça pourrait être plein de choses. Ça pourrait être un podcast où je vais interviewer des personnes, des entrepreneurs libérés ou des structures, voilà. Ça peut être un lieu, j'aimerais beaucoup un lieu de coworking qui accueille nos bureaux et d'autres entreprises qui portent nos valeurs. Ça peut être des formations. Vous êtes où? Où est-ce que tu cherches? À Nantes. Ouais. Pour l'instant, je cherche pas, mais c'est en idée. C'est en parlant sur nos podcasts qu'on a trouvé les partenaires avec lesquels on a lancé la Villa Maria, villamariabordeaux.com, chers auditeurs, qui est le plus beau coworking de France. Mais donc voilà, peut-être que d'en parler en disant que tu cherches des partenaires sur Nantes, parmi les auditeurs, il y aura des pistes.
Carrément, avec plaisir. Donc ouais, tout, ça peut être aussi former des gens ou animer des ateliers j'aimerais beaucoup faire de la co-construction avec d'autres entrepreneurs qui expérimentent aussi pour parler de différents sujets. Donc ça peut être plein de choses autour de ça, c'est ce qui me porte aujourd'hui et puis on verra bien de quoi demain sera fait. Cool. Julie, c'était un plaisir d'échanger avec toi. On sort un peu du cadre. J'ai encore, chers auditeurs, j'espère que vous aurez en tout cas découvert des choses. Moi, ce que j'aime, c'est l'apprentissage. Et puis, j'aime aussi ces manières qui sont différentes de voir les choses et qui sont peut-être pas dans la norme aujourd'hui, mais j'ai le sentiment qu'elles sont pas loin de la norme la norme, je sais pas, mais qu'elles vont peut-être se généraliser. En tout cas, Julie, merci infiniment d'avoir partagé cette histoire avec nous. Passe du bon temps au Portugal. Merci. Je recharge les batteries. C'est ça. Chers auditeurs, merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Au revoir. Salut Julie. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.